7h21 sur LN24 et l'heure de l'invité politique. Bonjour David Claraval. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous répondez aux questions de Maxime Binet. Bonjour David Claraval. On va évoquer évidemment la situation politique du moment et la situation budgétaire. Mais on va commencer avec la mission du missionnaire royal pour former un gouvernement fédéral. Il a été nommé missionnaire royal par le palais vendredi soir, Koen Geens. Est-ce que le missionnaire royal a déjà eu des contacts avec votre président de parti ? À ma connaissance, ils ont déjà eu un premier contact très rapidement après la désignation par le roi, mais je n'en connais pas la teneur. Donc je sais qu'ils ont eu un contact assez rapidement, mais je n'en sais pas plus. Alors, Koen Geens, c'est le ministre de la Justice, c'est votre collègue au sein du gouvernement de Sophie Wilmès. Il y a le beau profil pour essayer d'un peu accélérer la situation ? Écoutez, Koen Geens est un homme très intelligent. Il parle un français très châtié et je peux vous assurer que il a beaucoup d'entre-gens. C'est un Florentin un peu dans le monde politique, voyez-vous. Il a son style, quoi. Il a un style particulier et donc je pense que le roi a été sensible à ses qualités pour tenter de trouver une solution à la situation actuelle. En tout cas, votre président de parti, c'est la volonté en tout cas de Koen Geens, c'est d'associer le Parti socialiste à NVA, en tout cas de tenter encore cette piste, c'est la fameuse bourrienne. Mais votre président de parti, Georges Boucher, qui était en entretien exclusif hier chez nous durant 50 minutes avec Martin Buxand, disait qu'il a tenté cette piste, mais qu'elle était difficile. Je vous propose d'ailleurs de regarder un bout de cette interview de Georges Boucher. N'est pas à commenter qui s'accorde sur quoi. À un moment donné, c'est une prérogative du chef de l'État. Le chef de l'État, le roi, a pris une décision sur la base de toute façon de quelque chose qui était dans l'air. On ne peut pas non plus reprocher au palais d'avoir été chercher quelqu'un qui venait de nulle part. Le nom de Koen Geens, et vous le concéderez, était un nom qui circulait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. La personnalité politique ne pose pas de difficulté. Et nous étions arrivés à un stade où il fallait choisir entre deux coalitions. La coalition Andorre, avec les libéraux, les socialistes, les libéraux, les socialistes, la NVA et le CDNV. Si vous prenez le drapeau d'Andorre, vous retrouvez tout cela. Et Vivaldi. Alors vous pensez toujours que le PS et l'NVA peuvent gouverner ensemble ? Mais il faut quand même savoir que le travail que Georges Louis et Joachim Koums ont fait a permis quand même d'avancer de manière majeure parce qu'ils ont pu d'une part fermer toute une série de portes qui étaient encore ouvertes et isoler en effet les deux pistes qui restent sur la table, soit Andorre, soit Vivaldi. On constate qu'il y a encore toute une série de freins. On voit que le PS a beaucoup de mal à vouloir prendre langue avec la NVA. On constate qu'il y a encore des freins à cet égard. Et on constate aussi que dans certains partis, notamment le CDNV, il est difficile d'envisager de partir vers la piste Vivaldi. Donc, on voit, et Georges Louis et Joachim Koums ont tenté pendant plusieurs semaines de rapprocher le PS et la NVA. Et il y a eu des rapprochements ou pas du tout ? Je peux vous assurer que... Sur quel point, par exemple ? J'ai participé à toute une série de négociations. Je peux vous dire qu'à plusieurs reprises, sur des sujets pointus, précis, la pension, par exemple, la pension à 1500 €, la norme de croissance... Il y avait des accords entre la NVA et le PS là-dessus. Je n'ai pas dit qu'il y avait des accords, j'ai dit qu'il y avait des négociations qui étaient entre le PS et la NVA pour essayer d'obtenir des accords. On voit que sur certains points, il y avait des avancées possibles, mais que, in fine, on voit que le PS était quand même souvent réfractaire à conclure un accord. Et donc, on ne peut pas mettre en doute la volonté des deux informateurs de vouloir aller au fond des choses avec le PS et la NVA. Maintenant, peut-être que le palais pense que Koen Geens aura des arguments supplémentaires pour pouvoir convaincre le PS de franchir le pas et de s'associer avec la NVA. Mais en tout cas, les dernières semaines qui viennent de se passer ne sont pas positives, en tout cas ne sont pas optimistes quant à cet accord. On voit bien que le PS, qui s'est enfermé en fin de symboliquement, ils ont tellement été agressifs à l'égard de la NVA au cours du précédent gouvernement. On voit très mal comment aujourd'hui le PS pourrait Le Parti socialiste a sa revenir, responsabilité dans la crise politique que traverse ce pays ? Écoutez, dans la crise actuelle, il y a des partis qui sont de bonne volonté. Vous voyez que le MR a tout fait. C'est pas le cas du PS ? Écolo et le PS. Écolo qui lui
décide de ne pas discuter avec la NVA, de ne pas entendre le message des électeurs flamands. Il faut quand même se rendre compte que la NVA, c'est le premier parti en Flandre qui décide avant les élections de ne pas parler. Et donc, ils font des exclusives. C'est leur droit. Ils ont le droit de ne pas accepter de parler avec d'autres, mais ça ne facilite pas les choses pour trouver un accord. Le PS qui laisse entendre qu'il pourrait le faire, mais qui, in fine, il parle du Grand Canyon, parle vraiment d'une grande difficulté d'avoir un accord avec la NVA, n'est pas non plus de nature à faciliter les choses. Donc le PS et Écolo ont quand même, de par leur exclusive, compliqué la donne de pouvoir aboutir à un accord. On est quand même bien, il faut quand même être bien conscient de cela. Vous pensez que Koen Geens, il a combien de chances de réussir sa mission? Si on prend une échelle de 1 à 10, vous lui donnez combien la difficulté de sa mission et s'il peut réussir? Bon, je mettrais 5 sur 10. C'est du 50-50, c'est ça? 50-50. On entend encore ce matin que même au sein du CDNV, il y a des voix qui s'élèvent pour s'étonner de la situation. Et donc, je pense que Koen Geens va devoir tenter aussi de convaincre en interne au CDNV que peut-être la piste Vivaldi est une piste possible. Et donc on voit que d'un côté il y a Écolo et le PS qui bloquent, de l'autre on sent que le CDNV n'est pas chaud non plus pour aller vers la Vivaldi, donc il faudra qu'à un moment donné certains partis prennent leurs responsabilités pour avancer. Vous donnez à Koen Geens 50% de chances de réussir, c'est l'une des déclarations fortes de cette interview. Justement, vous pensez que le scénario des élections anticipées prend de l'ampleur? On va vers ça? Nous, en tout cas, nous ne souhaitons pas d'élection, clairement. Oui, mais vous n'êtes pas le seul parti. Je sais, mais en tout cas, le MR ne souhaite pas d'élection. On pense que les élections n'apporteront rien. Au contraire, elles risquent de compliquer encore la donne avec des partis extrémistes. Parce que c'est ça, un des éléments actuels. On voit aussi que tous les partis démocratiques sont tétanisés par l'extrême gauche et l'extrême droite. Les populistes, le PTB et le Vlaams Belang rendent frileux les partis démocratiques qui n'osent pas prendre leurs responsabilités de peur d'être attaqués sur le il y a urgence. On voit que le dérapage budgétaire est de 8,7 milliards d'euros en 2019. Il est temps d'avancer, d'avoir un gouvernement vraiment de plein exercice. Ça fait plus d'1 an maintenant que le gouvernement de Michel a tombé. Oui, en effet, j'ai annoncé ce vendredi un déficit de 8,7 milliards pour la Belgique. C'est un déficit qui est conforme aux attentes. Alors, c'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir un déficit de cet ordre-là, mais il n'en demeure pas moins que le déficit s'accroît et que dès lors, la situation est toujours sous contrôle. La situation est sous contrôle, mais on n'est pas en mesure aujourd'hui, faute de gouvernement, de prendre des mesures qui pourraient corriger l'accroissement de ce déficit. Donc, le gouvernement en affaires courantes veille à ce que les décisions prises soient appliquées, veille à ce que les dépenses soient payées, soient versées, mais aussi à ce que les recettes entrent dans les caisses. Mais on ne peut pas prendre des mesures pour corriger les dérapages. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le déficit s'accroît. Il faut donc un gouvernement qui puisse prendre des mesures de telle sorte à ce que l'on corrige les choses. Et ça, évidemment, ce ne sont pas nécessairement des décisions qui sont faciles à prendre, parce que corriger un dérapage, ça veut dire soit augmenter les dépenses, soit augmenter les recettes, pardon, soit diminuer les dépenses. Ce ne sont pas des mesures faciles à prendre, et donc il faut être responsable, et il faut aussi que politiquement on puisse assumer ces décisions-là. Et on en revient donc au Parlement où les partis démocratiques qui pourraient prendre ces mesures sont tétanisés par les populistes. La deuxième partie de l'interview de David Clarinval par Maxime Binet, c'est tout de suite une interview que vous pouvez suivre en Facebook Live, sur Twitter également. Grégory, justement, vous pose une question, David Clarinval. Il revient sur, vous disiez qu'il y a des possibilités d'accord entre le PS et la NVA, notamment sur le socio-économique. Vous donniez l'exemple de la réforme des pensions. Grégory se demande, à ce moment-là, il faudra mettre quoi dans la balance pour que la NVA accepte une réforme des pensions? En fait, ce que je dis, c'est que les informateurs ont poussé jusqu'au bout la volonté de mettre ensemble le PS et la NVA. Et ils ont notamment organisé des discussions sur des thèmes socio-économiques. La pension à 1 500 €, la norme de croissance des soins de santé et d'autres. Et là, on a vu qu'il y a eu des échanges. Je n'ai pas dit qu'il y avait eu d'accord. Hein, on n'en était pas là. Mais on a vu qu'à certains moments,
ils étaient capables de parler ensemble et de faire quelques avancées. Il n'y a pas eu d'accord sur ces chapitres-là, parce qu'en effet, il y avait encore des différences de vues assez importantes, mais les informateurs ont vraiment poussé à fond la volonté de tester la volonté de ces deux parties de travailler ensemble. On voit que la NVA, dans une certaine mesure, a su faire des avancées si vous me passez l'expression, en allant un peu plus à gauche sur son programme. Le PS est resté quand même beaucoup plus frigide et n'a pas vraiment fait de concessions, mais ils ont entamé un dialogue. Et c'était déjà ça une première, puisque jusqu'à présent, ils refusaient même à certains moments de s'asseoir ensemble autour de la même table. Alors ça ne vous concerne pas directement, puisque c'est le PS, la NVA, pas votre parti, mais sur le principe, vous pensez qu'il faudra mettre beaucoup de choses dans la balance, par exemple au niveau du communautaire, pour faire bouger la NVA sur des points socio-économiques ? En tout cas, en ce qui nous concerne, OMR, on pense que le communautaire, a priori, ne doit pas faire partie de l'accord actuel. Mais nous ne sommes pas fermés à ce qu'il y ait, en parallèle de la mise en place de ce gouvernement, un endroit où l'on peut parler d'une amélioration du fonctionnement de l'État. On peut parler de certaines refédéralisations, de certaines compétences, d'un élargissement de la régionalisation sur certains aspects. Mais cela doit se faire en parallèle dans un organe ad hoc, on peut imaginer le Sénat ou ailleurs, et en vue d'obtenir un accord en 2024, de manière intelligente, organisée, en accord avec les différents partis. Mais certainement pas en préalable à la constitution d'un gouvernement aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas fermés à discuter sur le communautaire, mais il faut que ce soit organisé et que ce soit bien encadré et à l'horizon 2024. Parce qu'on a déjà bien du mal à obtenir une majorité à 75, j'imagine qu'on aura encore plus de mal à obtenir à 2 tiers. Une majorité des 2 tiers. Merci beaucoup. Cette réponse à la question de Grégory posée sur le Facebook Live. Très bonne question de Grégory d'ailleurs. Maxime, c'est à vous. Alors justement, pour revenir à la situation budgétaire, on voit que Bardwaiver donne jusqu'au mois de mai avant des élections anticipées, avant de tirer la prise quelque part pour revoter. Est-ce que le budget peut attendre jusque mai pour un gouvernement de plein exercice ? Écoutez, ça fait plus d'1 an maintenant que le gouvernement est en affaires courantes. Ça fait donc plus d'1 an que nous fonctionnons avec des 12e provisoires, c'est-à-dire que c'est le budget de 2018 qui est coupé en 12 et qui est prolongé par 3 mois, tous les 3 mois. Donc on peut encore continuer cet exercice. Il faut savoir que ça n'est pas un exercice mathématique. Il y a au sein du gouvernement toute une série d'adaptations techniques qui sont prises en main. Par exemple, en pension, il faut savoir qu'en 2019, le montant des pensions a augmenté d'1,5 milliard, rien que sur l'aspect pension. Donc on a dû adapter au nombre de pensionnés les budgets de 2018. Donc ce n'est pas une fraction 2018, c'est une fraction qui est ensuite revue avec des accroissements d'indexation. D'accord, David Clarinval, mais on voit tout de même qu'il y a des bonnes nouvelles. On voit que la dette, par exemple, est en dessous maintenant de 100% du PIB, mais l'OCDE tire quand même la sonnette d'alarme sur notre économie. D'ici 2060, le vieillissement de la population, ça sera 200% du PIB. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc 2 choses. D'abord, par rapport à la dette, en effet, nous sommes dans un paradoxe. Le paradoxe, c'est que le déficit s'accroît, mais la dette diminue. Alors, ça s'explique tout simplement parce que la Belgique, pour le moment, emprunte à des taux qui sont très proches de 0, voire à certains moments négatifs. Et dès lors, on peut allonger le remboursement de la dette et obtenir un amoindrissement de cette dette. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une deuxième bonne nouvelle au niveau du budget, c'est qu'on a une sous-consommation des dépenses de l'État fédéral. Donc le gouvernement en affaires courantes a mis des mesures très strictes pour éviter des dérapages et l'État fédéral ne dérape pas. On a même plus d'1 milliard de non-consommation de crédit. Mais pour le vieillissement de la population. J'y arrive. Par contre, on a un dérapage en sécurité sociale assez conséquent et surtout des recettes qui sont inférieures à ce que l'on avait prévu. Donc, dans les dépenses de l'État, vous avez les effets volumes. Et je l'ai dit, les pensions, par exemple, mais aussi les dépenses en soins de santé, qui sont liées au coût de vieillissement, sont en augmentation importante. Et donc, chaque année, on doit prendre en charge cela. Et le gouvernement d'affaires courantes arrive à le faire, parce que ce sont des effets volumes qui ne nécessitent pas des adaptations de loi. Oui, mais pour le défi du vieillissement de la population, il faut un gouvernement de plein exercice.
Et donc, comment faire alors? Donc, c'est clair que, comme l'OCDE l'a signalé, les dépenses liées au coût du vieillissement sont de plus en plus importantes et il faudra sans doute prendre encore des mesures pour ne pas être trop impacté budgétairement par cela. Mais pour cela, il faut un gouvernement et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui, mais on voit que la situation politique, elle s'enlise pour l'instant. Oui, on prend les différentes déclarations, notamment de Bart de Wever sur Torzac hier. Justement, vous pensez qu'un budget en affaires courantes, c'est possible? En 2011, ça s'est produit. Hein. Alors, un budget en affaires courantes est possible en 2011, on l'a vu, mais la situation de 2011 était sensiblement différente, puisqu'à l'époque, le gouvernement sortant disposait toujours d'une majorité au Parlement. Aujourd'hui, le gouvernement sortant n'a plus la majorité au Parlement. Nous sommes 38 sur 150, c'est nettement insuffisant. Et si d'aventure nous devions présenter un budget au Parlement, il faudrait alors tisser des alliances avec des partis qui seraient de bonne composition et qui voudraient, qui accepteraient de voter ce budget. Autant faire un gouvernement alors. Hein. Autant faire un gouvernement. On voit qu'aujourd'hui ce n'est pas possible. On a eu plusieurs débats au Parlement qui ont démontré que malheureusement les partis, je l'ai dit tout à l'heure, certains partis sont tétanisés par les extrémistes de gauche comme le PTB ou de droite comme le Vlaams Belang et ne sont pas prêts à prendre leurs responsabilités. Donc cette différence est majeure. S'il n'y a pas de majorité au Parlement, le budget que nous pourrions présenter ne passerait pas. Et dès lors, ce serait une situation encore plus dramatique que celle que nous vivons aujourd'hui. Le Palais, on nous dit que le Palais avait un peu sondé les différentes instances du 16 et aussi au sein du gouvernement fédéral pour voir si un gouvernement en affaires courantes, un budget en affaires courantes était possible. Est-ce qu'on vous a posé la question ? Je ne dévoile pas les discussions qui sont en mais lien la piste avec était sur la le table. Palais. Mais c'est clair que cette réflexion a émergé, mais rapidement, je pense que le fait de ne pas avoir de majorité au Parlement a été aussi constaté et est de nature à compliquer les choses. Alors on ne sait pas quand interviendra, quand on aura un prochain gouvernement fédéral, mais l'un des défis de ce prochain gouvernement fédéral sera d'assainir les finances de l'État fédéral. Quelle piste? Est-ce qu'il faut revendre les bijoux de famille, par exemple Proximus? Alors, moi, je ne vais certainement pas présenter de piste d'assainissement ici. C'est au gouvernement d'assumer collectivement. Peut-être. Non, oui, je peux avoir plein d'idées, mais ça, je ne préfère pas les dévoiler. Il y a plein de pistes. De toute façon, c'est très simple. Il faut soit augmenter les recettes, soit diminuer les dépenses. Donc, ce n'est pas bien compliqué. Malheureusement, il n'y a pas de consensus aujourd'hui. En tout cas, il n'y a même pas de majorité pour pouvoir parler de ça. Par contre, pour les bijoux de famille, comme vous les appelez... Les entreprises publiques. Oui, parce que, en fait, là, je parle au nom du MR. Pour le MR, nous ne sommes pas fermés à la vente de certains bijoux de famille qui ne sont pas stratégiques. On pense par exemple, les parts de BNP Paribas Fortis que nous possédons toujours depuis la crise bancaire de 2008. On attend évidemment que le marché soit porteur. Hein, on ne va pas vendre ça à un mauvais moment. Mais nous n'avons pas vocation à rester stratégiquement dans le capital de cette banque. Ça rapporterait combien, par exemple? Plusieurs milliards. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête parce que ça évolue en fonction du cours de bourse, mais on peut quand même espérer plusieurs milliards qui pourraient venir dégréver, diminuer la dette. Par contre, d'autres investissements ont un caractère stratégique et seraient sujets à discussion, à mon avis, au niveau du gouvernement et du Parlement de manière plus longue. Je pense notamment à Belfius ou à Proximus. Là, ce sont des débats qui seraient sans doute beaucoup plus sensibles et je ne pense pas qu'on soit en état de pouvoir se prononcer là-dessus aujourd'hui. David Clarinval, vous êtes aussi ministre de la politique scientifique au fédéral. Bonne nouvelle pour la Belgique, 150 emplois vont être créés parce que la Belgique se place dans la conquête spatiale du programme européen spatial. Oui, en effet, on peut être fier. On n'est pas toujours suffisamment fier de nous en Belgique, mais la Belgique est un acteur spatial reconnu au niveau de l'Agence spatiale européenne. Nous sommes le 6e contributeur, c'est-à-dire que nous contribuons au même niveau que l'Espagne au budget de l'Agence spatiale européenne, parmi les 22 pays qui constituent cet organisme. Et à ce titre, nous avons un rôle à jouer important. Pourquoi faisons-nous cela? C'est historique, hein, ce n'est pas nouveau, mais on a continué à investir récemment, puisque je suis allé à Séville annoncer une augmentation de 20% du budget. Alors, le spatial, c'est stratégique. Cela a des retombées technologiques. Hein. Vous connaissez tous les innovations qui sont en lien avec la recherche spatiale, mais il y a aussi l'accès à l'espace qui doit être autonome pour l'Europe. Il faut que l'Europe puisse accéder à l'espace
l'espace de manière autonome. On ne doit pas dépendre des Chinois ou des Américains pour cela. Mais il y a aussi purement pour la Belgique des retours stratégiques en termes d'économie, d'emploi. Et ces 150 emplois, ils vont consister à quoi concrètement? En fait, chaque euro investi dans l'Agence spatiale européenne engendre un retour en termes de contrat pour les entreprises qui est entre 0,8 et 1,2. Donc on peut espérer, et alors avec des effets additionnels, puisqu'il y a toute une série de sous-traitants qui sont également concernés, on peut espérer jusqu'à 4 fois un retour sur investissement. Donc si vous donnez 1 euro, vous en avez 4 en retour en Belgique au travers de contrats. Ici, les 150 emplois sont principalement des retours de l'argent que nous mettons dans les lanceurs, donc dans les fusées. Fusée Ariane 6, Vega, ce sont des lanceurs pour lesquels des entreprises, la Sapka, Safran, Thales et d'autres sont très en pointe en Belgique et nous sommes heureux de pouvoir consolider ces entreprises, voire leur permettre d'engager 150 personnes à court terme. Merci David Claraval. Merci beaucoup David Claraval d'avoir été notre invité ce matin. Merci Maxime évidemment.